De plus en plus, on est conscientisé à acheter des produits d'ici. Fenplas fabrique des portes et fenêtres ici, au Québec, depuis 1989. Max, je pense qu'il faut qu'on parle des goalers du Canadien. Fenplas, c'est des produits solides, éco-énergétiques et parmi les meilleurs fabriqués au Canada. Ouais, de bêche, là. En plus, ça coupe les frettes. Bref, Fenplas, c'est la valeur sûre pour vos projets de rénovation. Découvrez-en plus sur le lien en description. Bon podcast. Maxime. Saison 1, épisode 25. Que vois-je? Un petit raton laveur sur le chandail vert de notre serpent? C'est un raton laveur? J'ai jamais remarqué. Non? Ah, je sais pas c'est quoi. C'est quelqu'un qui m'a donné ça. Tu mets n'importe quoi, toi. Ben tu non, ramasses mais- n'importe quoi. Ben non, mais je fais plaisir, là, tu sais. Parce que Pag, lui, il a le souci Oui. d'un jeune de sa génération, de mi-trentenaire. T'as la fine mode pour un mi-trentenaire du Myland. Mi-fin trentenaire? Plateau, Myland, il est parfait. Ça va, mon Pag? Ça va bien, vous autres? Yes. Il est beau ton chandail, Mathias. Ah ben là, écoute, c'est chacun son tour. J'ai mis Orange Nashville. brûlé. J'ai mis Nashville de Charlemagne. Ouais. Puis là, c'est Antoine, mon plus jeune, qui joue au hockey, junior 3. Puis je pense qu'il faut dire junior A, qui a été accueilli en fin de saison par les Titans de Princeville, bien accueilli. Beaucoup de temps d'utilisation, très heureux là-bas. Alors j'ai dit, bon, mais Antoine, c'est à ton tour. Les gens qui habitent à Princeville, c'est tous des princes ou... Oui. Oui, OK. Mathias et le Serpent est une présentation de mise au jeu plus qui vous rappelle de jouer responsablement. On tient à remercier également Fenplas, une entreprise qui fabrique des portes et fenêtres de grande qualité depuis plus de 35 ans. Une entreprise d'ici, dis-je bien. Aussi, vous rappelez à tous et à toutes de vous inscrire sur notre chaîne YouTube. C'est gratuit, puis ça fait une très grosse différence pour nous. Alors, n'hésitez surtout pas. Et évidemment, à l'extra sur le ko-sport.tv. C'est là-dessus, vous allez avoir du contenu extra de non seulement Mathias et le Serpent, mais de tous les autres balados du groupe KO. Puis honnêtement, il y a du méchant bon stock là-dessus, fait que ça vaut la peine de s'inscrire. Dernier rappel, le concours de la cage au sport, où est-ce qu'on courait la chance de souper avec vous deux et peut-être moi. On laisse planer le suspense. Viens-tu ce soir? Ce soir, non, je peux pas. Je fais le montage d'épisode, mais il reste 2 soupers à gagner, puis c'est très simple de participer. C'est dans les descriptions. Puis on a même les 2 gagnants avec nous pour nous dire à quel point c'était simple de participer, n'est-ce pas? Oui, ils font un gros signe de oui. de la Magali tête. et Tom Jard. Oui, félicitations, puis je vous souhaite une bonne soirée à notre compagnie. Yes. Ouais, Pat, tu mentionnes la chaîne KO Sport sur YouTube. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur YouTube. C'est ça, c'est bien de s'abonner. C'est absolument gratuit. On paye juste un clic. C'est un clic. Puis ça nous aide de monter le nombre d'abonnements à la chaîne KO Sport. Ça engage à rien. Ça engage Je suis absolument curieux rien. quand même, ouais. Ça engage absolument à rien. Simplement que lorsque l'épisode sort, vous allez être avisé. Ah, OK. Voilà. Parfait. Puis vous allez avoir un compte même pour commenter sur l'épisode. Fait que tout est dans tout. Ah oui? C'est parfait. Bon, super. En préparation de l'épisode d'aujourd'hui, en fin de semaine, je commençais à regarder la production de Michael Age qui commence vraiment à se comparer à celle de Caulfield après 2 saisons d'NCAA. Ouais. Je regardais les gardiens de l'organisation, Quentin Miller, Alexis Cournoyer, qui cartonnent. Puis je me suis dit, Simon, écoute, ça serait peut-être le fun de faire une mise à jour. On en parle quand même de façon épisodique. Mais là, ça approche, là. Avril approche dangereusement. De faire le point. Puis en même temps, écoute, le timing, je tombe sur cette déclaration-là de Pierre Maguire Ouais. sur le balado de Tony Marinaro, Ouais. qui dit la NCAA, j'ai de l'expérience de la NCAA, je connais ça à fond. Puis c'est pas la même chose cette année. Le calibre n'est pas le même. Puis les stats sont gonflés. Fiez-vous pas à ça. Puis là, j'étais curieux. Puis j'ai dit, crime, ça tombe bien. Puis Simon, je pense qu'il connaît pas mal la NCAA à Ouais. fond. D'abord, est-ce qu'il faut s'inquiéter des déclarations de Pierre? Bien, ce qui arrive, c'est que c'est sûr que cette année, il y a moins de vedettes qu'à l'habitude. Et il y a comme peut-être un genre de crue, si on peut dire, dans la NCAA. Parce que le programme américain depuis une couple d'années, n'a peut-être pas le fameux USNTDP qui produit les meilleurs joueurs de 17 ans, a peut-être pas eu autant de succès qu'à l'époque, disons, de Cole Caulfield, Ouais. de Jack Hughes et compagnie.
Donc, et ça combiné au fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis dans les 2 dernières années, les Will Smith, Gabriel Perreault, Lane Hudson, Macklin Celebrini. Ça se régénère. Ça se régénère, mais justement, c'est ça. Le manque de succès du programme américain depuis une couple d'années fait en sorte qu'il y a eu moins de bons joueurs qui sont arrivés dans la NCAA. Il y a également des joueurs qui, en venant jouer junior au Canada, parce que les Américains maintenant peuvent venir jouer au Canada et aller dans la NCAA par après, bien, il y en a qui ont retardé leur entrée dans la NCAA d'1 an. Donc là, cette année, c'est comme une année pont dans tout ça. Oui, mais t'en as les McKenna et compagnie qui sont... Lindstrom qui sont venus dans l'NCAA. Moi, j'aurais pensé que la NCAA est plus forte. Justement, c'est qu'il n'en est pas arrivé suffisamment par rapport à l'exode qu'il y a eu. Ah, il y a eu un exode. Ben, l'exode naturel. OK. Tu sais, quand tu perds, je ne sais pas, moi, comme Boston College, qui perd Ryan Leonard, Gabriel Perreault, ben déjà, ça fait des gros morceaux. Fait que ça affaiblit l'équipe, ça affaiblit une autre équipe. Puis, comme je t'ai dit, il y a eu aussi un cru dans le programme américain. Même cette année, le programme américain des moins de 18 ans, il n'y a pas grand joueur d'impact disponible au repêchage. Fait qu'encore là, les effets vont peut-être se sentir. Cependant, éventuellement, il y a des joueurs juniors de 18-19 ans qui ont déjà un engagement à l'âge de 20 ans pour s'en aller dans l'NCAA, alors que eux, les joueurs canadiens, se seraient en allés dans les universités canadiennes ou carrément, je ne sais pas, en Europe. Bien là, oups, il y a un engagement dans l'NCAA. Et au fur et à mesure, je crois que le calibre va remonter. Il y a un petit creux cette année. C'est pas un gros creux. Okay. Je veux dire, il ne faut pas dramatiser la déclaration de Maguire, mais il y a un petit creux peut-être qui a peut-être... est-ce que ça a biaisé les statistiques de certains joueurs? Écoute, si c'est le cas, très peu. Parce que là, Michael Age, on regarde, je sais qu'il y a eu, puis tu vas y revenir, j'en suis certain. Tu sais, son premier week-end de quoi? Il y a eu 7 points contre un club qui n'a pas d'affaires là. Alors, il faut vraiment soustraire 7 points là. Mais Caulfield a sûrement eu aussi des points à l'époque contre des clubs plus faibles. J'ai regardé, oui, il a affronté des clubs moins forts, mais il reste quand même que Caulfield n'a pas eu ce fameux week-end de 7 points contre un club vraiment qui n'est pas un club de calibre NCAA Division 1. Parce qu'en ce moment... pour une deuxième année NCAA, comme Caulfield l'a eu avant de s'en venir professionnel, Age, c'est quand même assez proche. Ben oui. Et là, en quoi on peut d'abord projeter l'avenir de Age, compte tenu de sa production, et dans un deuxième temps, pour ceux qui sont un peu moins familiers, c'est quoi la différence entre un Age et un Caulfield? Puis dans un troisième temps, est-ce qu'il peut avoir un impact à la fin de l'année? Ça te fait beaucoup de questions, ça. OK. Alors, tu me rappelleras si je n'ai pas mémorisé les trois, mais je vais commencer par Age Caulfield. Deux joueurs quand même assez différents. Cole Caulfield, il était à Wisconsin. Et ce qu'il est aujourd'hui, un marqueur. Et un vrai de vrai. Dans le sens que, lui, c'est sa marque de commerce. Là, je le sais, tu vas me dire, c'est amélioré. C'est amélioré. Oui, ça, c'est correct. amélioré. Ça, c'est correct. Je te voyais venir à 100 000 à l'heure, mais là, on va prendre la marque de commerce du joueur. Tu m'as même pas regardé. Non, ça ne me tente pas de te regarder quand tu fais ça. Mais, regarde, Michael Age, lui, c'est un gars qui, je considère bien qu'il soit capable de marquer des buts, il est très bon là-dedans. C'est plus un passeur, c'est plus un joueur cérébral qui fabrique des jeux et il est grandement responsable des succès de son coéquipier Will Horkoff, premier choix des Pirates de Pittsburgh. Des Penguins de Pittsburgh. Oui, l'année passée. Donc, je te dirais qu'il y en a un qui a plus de chances de jouer au centre que l'autre. Caulfield, on n'a jamais pensé en faire un joueur de centre. Ouais. Michael Age, on ne le sait pas encore. Mais ça, c'est la différence entre les deux. Deux joueurs, je te dirais, différents, mais complémentaires. Mais tu viens de dire, tu ne le sais pas encore. Tu ne sais pas encore, toi. S'il va jouer au centre? Oui. Tu peux, regarde. Et c'est là que je réponds à l'autre question. À quoi on peut s'attendre? L'adaptation d'un joueur de la NCAA dans la LNH à son arrivée, c'est de la sorcellerie, essayer de deviner ça. Hey, ça en fait de la sorcellerie dans ce sport. Projeter un joueur à long terme, je te dis pas que c'est facile, mais au moins tu peux imaginer le joueur à 23, 24, 25, 26, 27 ans, qu'est-ce qu'il peut devenir. Mais dire l'impact immédiat, je vais te donner des exemples. Je parlais tout à l'heure, Boston College a perdu Ryan Leonard, Gabriel Perreault. Ouais. Ryan Leonard, physiquement, était prêt pour la Ligue nationale, mais on a vu quand même l'année passée, avec Washington, quand il est arrivé... Timide. Très timide. En série contre cette le année, Canadien, beaucoup meilleur, mais il y a eu un ralentissement. Il a frappé le mur de la recrue. Gabe Perreault, moi, que je trouve plus talentueux que Leonard, je te parle de talent brut. Oui. Ben, Gabe Leonard, il a commencé l'année avec... Gabe Perreault. Gabe Perreault, il a commencé l'année avec les Rangers. Ben, ça ne marchait pas, on l'a retourné au mineur.
Dans un autre ordre d'idée, mettons un gars qui arrive de la Suisse comme Kapanel l'année passée. Si lui est arrivé en fin de saison... Oui, de la Suède, oui. La Suède, pardon. Est-ce qu'il arrive plus ou moins près que quelqu'un qui arrive de la NCAA? Encore là, c'est de la sorcellerie. C'est sûr que l'âge rentre en ligne de compte. Un joueur qui a joué professionnellement en Europe et qui est rendu, mettons, à 21-22 ans, c'est sûr qu'il peut avoir l'avance sur un gars de 19 de la NCAA. Mais en bout de ligne, à un moment donné, tout ça va rattraper l'autre, puis c'est là que leur sort va être défini. Mais encore là, très difficile à dire. Cole Hudson, Sacha Boisvert ont signé leur contrat en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ces deux-là? Moi, Cole Hudson, je m'attends à un impact immédiat, mais on ne sait pas. Lane Hudson a eu un impact immédiat. Oui, les deux matchs qu'il a joué. Caulfield, au début, avait quand même un impact. Oui, il y a eu une petite baisse. On l'a envoyé à Laval, mais il est remonté au bout de 2 semaines. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça va être un Sean Farrell à court terme ou pour qui ça a été... Écoute, première présence, Martin Saint-Louis, tu voyais tout de suite qu'il s'est dit c'est terminé, là. C'était fini après une présence, là. Oui, mais la différence avec un gars comme Farrell, c'est que ça a été fini pour de bon. Ouais. OK, Sean Farrell, là, il y a 24 ans, 25 ans même. Non, on oublie ça, là, Sean Farrell dans la Ligue nationale pour le Canadien. Michael Hage pourrait avoir un début Sean Farrellien, mais arriver l'année prochaine, puis à ce date-ci, avoir un 40-45 points. Est-ce qu'il pourrait avoir un début d'Émidovien? Ah, comme le fameux match contre Chicago. Ça a été quand même sympathique, là, la fin de saison. Les autres équipes ne le connaissent pas. Et ça, historiquement, on sait que des joueurs qui vont arriver, alors qu'on a des rapports de recrutement, mais on a des rapports qui viennent de la NCAA. Un gars peut arriver, puis souvent, l'adrénaline du premier match, le fait qu'il n'est pas connu, les nouveaux coéquipiers, l'impact du match, l'importance du match. Le Canadien, peut-être, Michael Hage, en passant, on va faire sa chronologie, là, pour savoir quand est-ce qu'il arrive à Montréal. Et mettons que Michael Hage arrive le dernier match de la saison, le Canadien est dans une situation comme l'an dernier, il va être craqué à bloc. Mais t'imagines le casse-tête. Déjà, Martin Saint-Louis, un casse-tête. Alors, je sais, la formation. Je sais, je ne réponds pas à la question, mais je ne peux pas répondre à la question. Je te dis que c'est vraiment un pile ou face. C'est une boîte à surprise comment un joueur va s'adapter. À long terme, on peut prévoir que Michael Hage va être un joueur d'impact à Montréal, mais qu'est-ce qui va être le premier match ou en première ronde si le Canadien fait les séries? Je ne sais pas. Mais c'est quasiment un cadeau empoisonné pour Martin Saint-Louis aussi, là. Écoute, lui, il faut qu'il gère son vestiaire pareil, puis il gère les mécontents. Puis là, t'en as un de plus qui arrive. Oui, mais il y a une tradition quand même, si on peut dire, dans la LNH, qu'on sait qu'en fin de saison, il y a des joueurs de la NCAA qui viennent brûler une année de contrat. Ouais. Ça leur prend un match. Michael Hage, tout ça serait très simplifié si Michigan est éliminé le week-end du 27 mars. Le week-end du 27 mars, pour expliquer un petit peu le tournoi de la NCAA, il y a 16 équipes. Et là, c'est une à la fois qui... c'est un match et t'es mort. Alors, 16 équipes, 8 équipes, 4 équipes. Et on arrive à 4 équipes, ils jouent 2 semaines plus tard. Ouais. Si Michael Hage est éliminé le premier week-end, alors qu'on passe de 16 à 4 équipes, il n'y a pas de problème, il va rester 8-9 matchs au Canadien. Alors, Saint-Louis peut l'insérer dans l'alignement comme bon lui semble. Mais si Hage se rend, mettons, en finale, le match final a lieu le 11 avril. Le Canadien joue le 14. C'est le dernier match de l'année. Puis il n'y a pas le choix de le faire jouer. Ils sont numéro 1, là, Michigan. Ils sont numéro 1. Alors, les chances qu'ils se rendent au Final Four sont quand même assez bonnes. Ouais. Assez bonnes. Puis selon Mise au jeu plus, il y a quand même d'excellentes chances que Michigan se rende jusqu'au bout. Savez-vous où est-ce qu'il classe? Michigan, il classe 2e dans le classement. Alors, on s'intéresse à savoir qui va remporter. C'est Michigan State le premier, j'imagine? Oui, Michigan State. Oui, avec McKenna? Non, avec Caden Lindstrom. Oui, non, Penn State. Où avais-je la tête? Caden Lindstrom, dont on va parler dans les questions Bonnie. Fait que les deux cotes entre Michigan State et Michigan sont très proches. Le State est à 4,75, Michigan à 5, puis le troisième poursuivant, North Dakota, à 7. Donc, ils ont vraiment Michigan et Michigan State très proches au sommet du classement. Oui, et il y a également ce qu'on appelle un bracket qui va être décidé dimanche soir prochain, le 22. Et est-ce que Michigan et Michigan State vont être des têtes de série? Probablement. Donc, s'ils sont des têtes de série, ils ne peuvent que se rencontrer en demi-finale ou en finale. S'ils sont dans le même bracket, ce dont je doute, ben, il y en a un des deux qui saute. Fait que c'est difficile à dire en ce moment. Regarde, c'est un tournoi qui est imprévisible. C'est aussi imprévisible que le basketball, qui est semblable, mais avec 60 et quelques équipes. Regarde, pour moi,
Michigan State, je trouve, a une équipe peut-être plus expérimentée, plus complète. North Dakota, il y a des bons joueurs, mais je ne sais pas s'ils ont la profondeur. Mais Michigan, ils ont ce qu'on appelle le star power. Ils ont les vedettes. Ils ont Ivankovic dans les buts. Ils ont Will Horkoff, le fils de Sean. Ils ont Michael Hage. Ils ont TJ Hughes, qui est un joueur de 24 ans qui devient autonome. 24 ans. Oui. Probablement, ça va être le joueur autonome le plus convoité cette année. Je fais une parenthèse. Est-ce que c'est un Colin Graff qu'on a vu en fin de semaine, la semaine dernière, contre le Canadien? Il joue très bien, Colin Graff. Il est sorti à quel âge, Graff? Graff est sorti à 21. Oui, mais là, l'autre a 24. Moi, je pense que TJ Hughes, moi, je pense cette année, pour ceux qui vont poser les questions, il n'y a pas d'agent libre de la NCAA qui est digne de ce nom ou digne de Colin Graff. Mais TJ Hughes, ça vaut peut-être une petite signature, l'envoyer dans les mineurs, tu verras, parce que c'est quand même un bon joueur. C'est un joueur vaillant, c'est un joueur d'énergie. Aucun lien de parenté avec les frères Hughes. Puis il joue à quelle position? Excusez, j'ai pas saisi. C'est un joueur de centre. OK. Là, je sais que ton jupon dépasse pour les Ducks et les Sharks. Là. Mm-hmm. Edge qui arrive en fin de saison, t'es-tu excité? Ben oui. Moi, Mathias, tu sais, je suis toujours emballé par les équipes en reconstruction. C'est sûr qu'il y a des reconstructions que je préfère à d'autres. C'est sûr qu'il y a des joueurs que je préfère à d'autres. Mais Michael Hage, oui, parce que c'est un joueur que je suis depuis plusieurs années. Je l'avais cassé un petit peu plus haut que son rang de sélection. Donc ça, je suis toujours... Ouais. C'est toujours comme un peu mes chouchous. Et voilà. Si je mets un gars de 18e puis qui est choisi 21, ben pour moi, c'est un de mes chouchous. Il y a une carte à vie. Il y a une carte chouchou à vie, c'est ça. S'il y en a un que tu as mis loin puis qui réussit, il est mort à vie. Mettons que ça fait en sorte que les mea culpa... ça grince des dents. Ouais, c'est ça. Bon, mais vas-y donc, juste pour le fun. Là, disons que tu es Martin Saint-Louis. Oui, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas si est-ce que tu... Disons qu'on garde Slavkovski avec Suzuki et Caulfield. Ben moi, je le fais jouer à l'aile, premièrement. Avec qui? Oh là là. Ça, c'est toujours la question. Pour le fun, on s'amuse. Oui, non, c'est correct qu'on s'amuse, mais moi, c'est toujours la question. Je le situe. Pourquoi? Parce que tu peux mettre... Qui aurait dit au début de l'année que Slavkovski, à un moment donné, se retrouvait avec Demidov et Kapanen puis que ça cliquerait? Oui, mais je m'en fous. Là. Moi, je veux savoir. Bon, tu mets-tu à droite d'une 4, tu sais? Je le mets ailier 3e trio. Ah! Bon. Parce que tu veux pas toucher à Kapanen, c'est à 2, c'est ça? 4. Je suis pas le plus grand fan de Kapanen, centre de 2e trio. Mais tu sais, je reconnais que Kapanen, tu sais, si je le regardais jouer samedi soir, si là, je le vois pas à partir de la mise au jeu, puis je vois pas qu'il est joueur de centre, moi, puis que je connais rien là-dedans, que je le connais pas, là. J'ai été sur la planète Mars pendant 3 ans. Pour moi, Kapanen, c'est un ailier. Puis si tu l'as pas vu, c'est pas parce que tu es allé chercher une bière, là. Non. Non. Mais en parlant de bière, samedi, Nick Suzuki marque un très beau but. Oui. Et il a touché au puck une fois dans ce soir. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais j'étais sous en sortant du centre. Et je t'ai répondu que j'aime mieux un joueur qui touche à rondelle une fois puis qui compte qu'un joueur qui touche à rondelle 40 fois. Mais Mathias, parenthèse, là, puis là, on va arrêter parce que Suzuki, on parle rien que de ça. Là. Ou qui plonge. Hier, qui plonge, on sait qui vise. Oui. Un joueur des Sénateurs que j'aime bien. Mathias, hier, là, honnêtement, là, Léo Carlson vis-à-vis Suzuki. Là, j'adore Léo Carlson. Oui, je le sais que tu l'adores. Mais tu sais, quand je te dis un gars qu'à chaque fois qu'il est sur la glace, il crée des affaires. Puis malgré tout, le beau Suzuki, notre sorcier préféré, a 2 points. Celui qui va aller... son but est correct. Hein? Ah, écoute, ben oui, il y a 2 points. Il s'en va sur 97 points. Ben oui. Ben, pendant ce temps-là, le gars que je vois toute la soirée d'en face, c'est Léo Carlson. Bon, ben, tant mieux pour toi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on disait? Donc on tu le fais jouer à droite. Ouais, oui. Donc, avec Jake Evans. Ton préféré? Ouais. Ça, là. Non, mais là, il faut que tu assumes oui, tes mais décisions, non, mais regarde, là. peut-être que ça prend un gars expérimenté, responsable défensivement. Peut-être Dano. Quoique Dano, offensivement, c'est plus le Dano du temps des Canadiens à l'époque. Alors, Evans, Dano, peu importe. Anderson. Ouais, peut-être. Mais là, ça me semble que c'est pas ton style. Regarde, je le sais pas, Mathias. Les écailles commencent à retrousser. Oui, là. mais je le sais pas, Mathias. Tu oui, me mais forces je à te pose donner une des question, réponds. Oui, mais moi, j'ai jamais rêvé d'être coach. Moi, j'ai toujours rêvé d'être directeur. Oui, mais là, tu as un gérant, balado, puis tu te chef. fais poser une question. Fait que mais ce qui est un peu anticlimatique, c'est que tu es celui qui l'a le plus vu dans toute la gang, probablement de tous les auditeurs. Fait qu'on veut savoir. Tu nous aides vraiment à nous guider. Fait que tu veux pas le mettre avec Demidov puis Newhook? Pas tout de suite. Ah, il a changé. Hein? Il a changé. Oui, mais regarde. Tu mets-tu Michael Misa sur une 4 avec... Ben, c'est là qu'il a commencé.
Ben oui, je te demande pas où il a commencé, je te demande Ouais, l'aurais-tu puis mis là, là? Michael Misa, quand même, il y a 18 ans. Michael Misa et Michael Hage, quand même, il y en a un qui est, tu sais, je veux dire, qui est au-dessus de l'autre, là. Et puis c'est Michael Misa, là. Regarde, là, tu compares des pommes avec des bois. Bon. Moi, je te dis simplement qu'un gars, mettons, comme Hage, mettons que le Canadien est assuré de faire les séries le 14 avril. Là, peut-être que je l'essayerai avec Demidov, puis Slavkovski ou Newhook. Là, peut-être. Parce que Mais là, tu as un match à gagner. Tu peux pas arriver et dire deuxième centre, Michael Hage. Parce que là, tu sais qu'on cherche tout le temps des titres. Puis là, pour l'instant, notre titre, c'est ça prend Philippe Danault pour Michael Hage. C'est ça le titre. Vous autres, puis vos titres, là. Ben, Où Hage n'est pas prêt, n'est pas encore prêt pour remplacer Kapanen. Ça, c'est un autre bon titre. Ouais. OK, ça Toi, peut Mathias, tu m'attirer. ferais quoi? Ça peut m'attirer un bon 700-800 insultes. Ah, Là, oui. bon, mais tu vois, ça commence à être intéressant. Mais tu sais, mettons, on a l'aspect plus, on a vu Michael Hage, puis Mathias, tu suis plus l'actualité du Canadien. C'est quoi ton point de vue? Qu'est-ce Oui, que c'est ça. Mais- Toi qui es toujours en train de me prendre dans le piège, mais que quand je te pose des questions, Ouais. il patine. Ben non, mais pose-moi Moi, les il faut questions. toujours que je dise oui ou non, il faut que ça soit Pose-moi blanc, les il faut que ça questions. soit noir. Ouais. Toi, Michael Hage, qu'est-ce que tu ferais avec dans un contexte où le match du 14 avril Il compte. il compte Ouais. et que Michael Hage, c'est son seul et unique match cette OK. saison? Je le mets pas sur un même trio avec Demidov. Mhm. Question de responsabilité. Ben, ça dépend si c'est à l'extérieur ou à domicile. Moi, j'aime Danault quand même. Ça me prend Newhook. Ça me prend Evans ou Danault. Puis Hage, mais je veux quelqu'un aussi qui puisse faire quelque chose, là. Puis, tu sais, j'haïs pas Josh Anderson dans son rôle quand il se fâche, mais il joue quand même avec un 2x4 dans les mains, là. Ouais. Fait que ça me Ouais. prend quelqu'un pour faire des jeux avec âge. Oui. Michael Hage, en passant, il y a deux listes d'espoir qui sont sorties, top 100. Ouais. Craig Button, de TSN, qui fait la liste par lui-même, et la liste de Hockey News, qui est une liste faite en collectivité, des journalistes là-bas. Et on a fait une liste des top 100 espoirs qui ne jouent pas encore dans la LNH, mais qui ont été repêchés. Ouais. Et bon, le Hockey News, à ce moment-là, avait Michael Misa deuxième. Mais Michael Misa, il est bien implanté dans la Ligue nationale. Et on a Michael Hage neuvième. Puis le Et- premier, c'était quand même intéressant, c'est Frondel. Le premier est Frandel et Craig Button, lui, a Michael Hage sixième et a T. Jiggin premier et Anton Frandel deuxième. L'aimes-tu, Frondel? Oui, je l'aime, Frandel. Je l'aime, Frandel. Je pense que... Regarde, ça, c'est des listes qui sont très difficiles à faire. Tu l'aimes, mais t'as pas l'air à... il a pas l'air à t'emballer le... Je l'aime, mais encore là, ben écoute, j'avais troisième l'année passée. Oui, mais sur ma les liste. écailles te retroussent pas d'excitation, là. Non, mais peut-être que quand je vais le voir arriver à Chicago, puis peut-être que justement, je vais devenir plus emballé. Pour le moment, j'ai aimé ce que j'ai vu en Suède, mais peut-être c'est pas toujours constant, Ouais. mais je l'aime, là. Puis, Puis, je veux dire, j'ai pas de... Higuin premier. Egan prévenu jamais de la vie, même si j'aime bien Egan-là. D'ailleurs, le Hockey News, Egan-là, il n'est même pas dans le top 10. Tu vois, c'est là qu'on voit Hein? comment les points de Ah oui, vue... hein? Ah ben oui, Egan-là, il est beaucoup plus loin. Regarde, je sais pas, là, je le vois pas. Je vois pas d'Egan... Ah oui, excuse, il est huitième. OK. Bon, mais il est huitième quand même. J'imagine que Trevor Connolly doit être dans le top 10 Ben, des je veux deux parler listes. de Cole Hudson aussi, qui a signé son contrat. Ça, c'est tout un joueur. Un autre chanceux qui a été classé haut par Snake, fait qu'il a le droit à 15 ans de grâce. Classé 14e, repêché 43e. Il a droit à 15 ans de grâce, en effet. Le Hockey News, tu vois qu'il le classe 17e. Et M. Button le classe 7e. Cependant, moi, j'aurais une question à leur poser. Puis là, je vois déjà les auditeurs qui vont rouler les yeux au ciel. Je peux-tu les rouler avant? Tu peux les rouler avant, oui, parce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient. On va parler de mon fils spirituel, Oh oui, ça c'est sûr. Trevor Connolly. Il ne peut pas avoir deux pères. Là. On Non. voit qu'il n'y a pas de papa là ni là. Et là, moi, j'ai une question sérieuse pour M. Button et M. Ryan Kennedy au Hockey News qui est en charge de tout ça. Et c'est sans aucun parti pris. Et Button, que t'aimes bien. Je l'aime, Button. Je vais parler qui parle quelques français fois. aussi, non? Ou qui Ouais, comprend ben, le c'est un gars de français. Montréal. C'est un gars de Montréal. On a fait des choix avec Ouais. Tony ensemble. J'adore Kurt Button et j'aime également le fait qu'il sort des sentiers battus, Ouais. même s'il se fait lancer des tomates à chaque année. Est-ce que des fois la liste est bizarre? Mais moi, j'ai une réponse à ça. Toutes les listes, que ce soit Hockey News, la mienne, Craig Button,
dans 10 ans, toutes ces listes-là, on va avoir les fous. Toutes, sans exception. Mais là, tu as des tomates dans les poches, là. Oui, là, j'ai des tomates d'impôt. Non, je demande une explication. Ça va faire une bonne sauce spaghetti, ça. Je demande une explication. Comment un joueur comme Trevor Connolly, qui a 32 points en 31 matchs dans la Ligue américaine à l'âge de 19 ans, quand même, n'est pas dans le top 50, ni de Hockey News, ni de Craig Button. Tu sais, il est 55e pour Hockey News et Craig Button, lui, il n'a pas dépassé 50. Je veux juste avoir l'explication. Je n'argumenterai pas, je ne lancerai pas de tomate. Et si je parle à Craig Button dans les prochaines semaines, si on fait un show avec Tony, avant d'entrer en ondes, je vais lui demander par curiosité. Puis c'est pas pour partir un débat, une chicane, parce qu'à un moment donné, sais-tu quoi? C'est peut-être moi qui vais avoir raison, c'est peut-être lui. Sais-tu quoi, Simon? Oui. C'est une excellente question. Oui. Parce que c'est certain que, puis tu sais, j'aime... C'est bizarre, là. Tu sais comment j'aime te taquiner. Oui. Un point par match à 19 ans dans la Ligue américaine. Ben, tu sais, parce que Constantinius fait ça pour les Sabres, puis on a vu, il est bon, Constantinius. Ouais. Mais écoute, Constantinius est 12e par Hockey News. Et il y a les mêmes statistiques au même âge que Trevor Connolly. Je sais que c'est pas exactement le même type de joueur. J'aime beaucoup Constantinius, mais il y a un écart entre 12 et 55 qui, pour moi, est un peu bizarre. Tu sais, je veux dire... Puis là, t'as pas de Dean Letourneau qui est 13e? Dean Letourneau, oui, M. Button a Dean Letourneau 13e. Que toi, tu as probablement 89e? Non, au contraire. Ah non, je me mélange entre Cole Baudouin et Dean Letourneau. Cole Baudouin, lui, il est 567e. Dean Letourneau, non, c'est bien, c'est le bon. C'est la bonne version des deux. Cole Baudouin, pour moi, il n'existe pas. Dean Letourneau 13e. Là, j'espère que ses parents ne sont pas francophones et qu'ils n'écoutent pas parce qu'il existe. Il existe. Mais peut-être pas dans tes fantaisies. Tu sais, Mathias, je ne me suis jamais gêné et c'est ça, je pense, qui fait mon authenticité. Je sais que je peux froisser des gens des fois par mes commentaires, mais au moins, ils savent une chose. Oui, quand je vante un joueur, je le pense vraiment. Mais tu sais que de ne pas exister, c'est grave, là. Non, il n'existe pas dans ma liste d'espoir. Ah, OK. Bon, c'est ça que je veux dire. Parfait. Alors, regarde ici. Égard Surine. Oui, moi, j'ai quelque chose d'intéressant. Jacob Fowler, s'il y en a qui se demandent où est-ce qu'il est. Oui. Jacob Fowler, tu vois, Craig Button, lui, chez les gardiens de but, il y en a quelques-uns avant lui. Il y a, entre autres, un autre gardien de la Ligue américaine, Sergei Murashov, à Pittsburgh, qui a le même âge que Fowler. Qui a commencé l'année à Pittsburgh. Ben, il a joué des matchs au début de l'année. Il a joué des matchs. Bon. Il est très bon. Moi, je préfère Fowler, mais il est très bon. Bon, il y a Saint-Sébastien de Cossa, qui est très bon à Grand Rapids, mais Sébastien Cossa, il est en train de comment dirais-je, il est en train de mûrir là, de façon, qu'est-ce qu'on dit quand c'est trop mûr, là? C'est trop mûr. C'est trop mûr. C'est trop mûr, là. Là, il y a 23 ans. Ouais. Il a des très bonnes stats, mais il est avantagé par le fait que Grand Rapids est une équipe de vétérans qui est excellente défensivement parce que la preuve, c'est que tous les gardiens sont bons là-bas. Alors, moi, j'aurais Fowler avant. Il a mis Michael Rabal, 21 ans, qui est dans la NCAA pour UMass. Très bon, mais j'aime mieux Fowler. Il y a Joshua Ravensbergen de San Jose également. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant de voir combien de gardiens de but M. Button a mis. Et il a également mis au 5e rang Trey Augustine, un autre espoir de Détroit. Parlant de gardien, puisque le temps file, oui. Là, on a 3 modèles de la NCAA à Montréal. Oui. Où on en a eu. On a Jacob Fowler, qui a eu des super bonnes stats dans la NCAA, qui arrive et qui est un gardien fort prometteur. Oui. On a Caden Primo qui a dominé, qu'on pensait qu'il serait un gardien prometteur, sauf notre ami Simon, puis qui a fait poète. Et tu as Jakub Dobeš, qui était un gardien qui était un peu sous les radars, qui est arrivé, qui gagne, mais qui est un peu tout croche. Oui. Et là, en ce moment, tu as 2 Québécois dans NCAA qui cartonnent. Oui. Alexis Cournoyer, Quentin Miller. Oui. Et tu as nos 3 modèles. Tu les classes. Là, il faut les mettre dans une catégorie. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Si on veut comparer un peu on va commencer en comparant les pommes avec les pommes. Alexis Cournoyer et Caden Primo. Ce sont 2 gars qui ont joué dans chacun dans des conférences où, évidemment, la défensive prime. Dans le cas de Cournoyer, le calibre même est plus faible. C'est la ECAC qui est vraiment, c'est plus des équipes comme Cornell, Princeton, qui mettent plus l'accent sur l'école que sur le hockey.
Tandis que Primo, il était à Northeastern. Il jouait quand même dans la division de Boston College. Regarde, Alexis Cournoyer, il vient d'avoir 20 ans. Personnellement, de ce que je vois, je trouve que c'est un meilleur espoir que Kaden Primo l'était au même âge. Bon, c'est déjà Quentin ça. Miller, lui, il est un peu plus vieux. Il a 21 ans. Il est à l'Université de Denver. L'Université de Denver, c'est du haut calibre. Ils ont gagné des championnats dans les dernières années. Lui, il est quand même 1 an plus vieux, mais il vient d'arriver. C'est un freshman, c'est une recrue dans la NCAA. Je te dirais que lui, difficile à dire s'il va avoir une carrière comme Primo, mais ça demeure quand même dans les possibilités. Ken Primo a quand même joué dans la Ligue nationale. Ouais. Mais Alexis Cournoyer, ce que j'ai aimé beaucoup, c'est la courbe de progression incroyable en 1 an et demi d'un gars qui passe du junior A en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en tout cas, dans les Maritimes, Ouais. qui se retrouve au Cap-Breton, qui cartonne au Cap-Breton l'année passée. Il n'y a pas longtemps, en décembre. Oui, il n'y a pas longtemps. Ouais. Et là, l'an l'année dernier, d'avant, là, oui. il se retrouve au mois de janvier au Cap-Breton. Et là, il se retrouve à l'Université Cornell. Puis, il est encore très bon. Fait que moi, j'aime beaucoup le fait que le gars, de l'âge de 18 à 20 ans, c'est exponentiel ce qu'il a fait. Est-ce qu'il va être encore meilleur l'année prochaine? Regarde, un nom à surveiller. Mais disons qu'il est super bon, puis qu'il a une technique incroyable, Oui. puis il y a des... Mais là, qu'il soit pour cette université-là, il peut pas être... Tu sais, c'est pas de sa faute s'il joue dans un calibre moins fort, là. Regarde, le Canadien ne signera pas cette année. Il va jouer une 2e saison. Cependant, l'année prochaine, alors qu'il va avoir 21, 22 ans, ça serait une bonne idée de le signer. Et là, il y a des choses qui vont s'être passées. Montembeault, à la fin de l'année prochaine, on peut présumer d'ici la fin de l'année prochaine, ne sera pas là. Peut-être, On même, peut on présumer. verra pour l'an prochain. Peut-être avant, mais je te parle, mettons, assurément, son contrat se termine en 2027. Là, si on a, mettons, s'il n'y a pas d'échange, là, on a Fowler de Bêche. Là, ça va prendre un jeune à Laval. Ouais. Ça va être qui? Est-ce que ça va être Miller? Est-ce que ça va être Emmett Croteau, dont on n'a pas beaucoup parlé? Est-ce que ça va être le Russe, Volokin, qui est très bon dans la MHL, mais les gardiens en Russie ont tendance à jouer plus longtemps? Personnellement, le meneur, d'après moi, en date de mars 2026, le meneur pour être gardien de but à Laval, un des 2 gardiens de but à Laval en octobre 2027, dans 1 an et demi, c'est Cournoyer pour moi. OK, quand même. Voilà. Ouais. Fait que c'est bien hiérarchie. Parfait. Alors, pendant la pause, notre ami Pag qui ne catch pas mes jeux de mots, une chance que son armée n'écoutait pas parce que ça n'aurait pas été drôle. Ouais, ben, prends-toi une petite gorgée. Non, là. mais ça va peut-être t'inciter à plus en faire. Bois. Hydrate-toi, mon beau Oui. serpent. Oui. Là, tu es en liberté, là. Oui. Je vais revenir sur une couple de points de la semaine dernière rapidement. La soirée rétro, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Ouais. À ma grande surprise, il y a beaucoup de commentaires positifs, même de gens plus jeunes qui apprécieraient une soirée, une soirée comme ça. Je pense pas que ça se passe. Mais je profitais de ma tribune pour lancer l'idée. Deuxièmement, Brian Fogarty, quand j'ai parlé de lui, j'ai dit que lorsque les Nordiques avaient abandonné, qu'on l'avait échangé pour des pinottes. Et ce n'était pas des pinottes. Plusieurs auditeurs me l'ont... Des arachides. Oui, non, c'était pas des arachides. C'était Scott Young, un gars qui a connu des saisons de 30 buts à Québec. OK. Alors, ce que je voulais dire, c'est que probablement, là, tu sais, surtout que tu m'interromps tout le temps, alors des fois, je perds le fil. Et ça s'en vient aussi, là. Oui, ça s'en vient. C'est ensuite que ça s'est gâté. À Pittsburgh, après ça, le laisser aller et le Canadien l'a signé. Parce que je profite de ta tribune. Oui. On était en meeting tantôt. Oui. Puis on a lancé l'idée. Parce que là, on a nos gagnants. On a Magali et Tom Jard qui viennent souper avec nous. Puis on a décidé de... Il y a une idée qui a germé, c'est de faire un concours puis de faire un show avec une équipe de hockey. On va faire ça. Soit qu'ils viennent ou qu'on va... je vais juste vous dire que l'idée est dans l'air. On va essayer de faire quelque chose. Un enregistrement devant le public. Un enregistrement devant une équipe de hockey qui va avoir gagné le truc. Puis peut-être que Simon va pouvoir aller voir un de leurs matchs aussi, puis choisir ses 3 étoiles. Écoutez, puis ils nous ont demandé à KO de peut-être, justement, si vous avez une équipe de hockey dans les commentaires YouTube, allez nous donner votre feedback ou votre équipe si ça vous intéresse. Puis on va voir là s'il y a un réel intérêt à faire tirer un enregistrement avec votre équipe, soit dans votre vestiaire ou si l'équipe vient ici avec son chandail.
C'est dans l'air. Bien que j'adore l'idée, je me rends compte évidemment que Mathias profite de mon segment. Il ne faut surtout pas couper 1 minute du segment canadien. Bon. Et quel segment canadien? Ben, le premier segment. On a parlé de l'NCA. Oui, mais tu sais. Tu as parlé de je me comprends. C'est parce que Les auditeurs. Tu as parlé de Connolly pendant 10 minutes. Les auditeurs. Tu aurais pu le prendre en liberté. T'as raison. Je voulais parler de quelque chose. Tu sais, souvent, on a parlé à la date limite des échanges la semaine dernière des fameux contrats. Puis, tu sais, on disait, Nazem Kadri, on ne sait pas si c'est un bon échange à long terme parce qu'il reste trop d'années de contrat. Par contre, on disait Robert Thomas, ça peut être un bon échange parce qu'il reste beaucoup d'années de contrat. Oui. Alors, là, il y en a qui peuvent se dire, c'est quoi cette histoire-là? Il reste 5 ans à Thomas, il reste 3 ans à Kadri, mais il y en a un, c'est bon, l'autre, c'est pas bon. Il y a 2 fois, on échange un joueur. Ah, c'est bien, c'est un contrat qui expire à la fin de l'année. Mettons Connor Murphy. Oui. Le contrat expire à la fin de l'année, parfait. On donne un choix de 2, on va le chercher. Puis d'autres fois, on cherche des joueurs à qui il reste des années. Bon, on va essayer de démêler tout ça. Je pense qu'il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte avec les contrats. Premièrement, la situation de l'équipe qui va chercher le contrat. Est-ce que c'est une équipe qui est près de la coupe? Est-ce que c'est une équipe de milieu de peloton ou une équipe en reconstruction? Ensuite, il y a l'âge du joueur. Robert Thomas a 26 ans, Nazem Kadri en a 35. Troisièmement, il y a le salaire. Est-ce que le salaire vaut le rendement du joueur? Bon, Kadri à 7 millions, je pense que c'est correct pour le Kadri dans ce moment, mais le Kadri dans 3 ans, pas sûr que 7 millions, ça va être quelque chose de bien. On parlait aussi de Kiefer Sherwood, qui a signé un très long contrat à San Jose. Kiefer Sherwood, qui est une boule d'énergie. Tu sais, c'est quasiment comme, tu sais, les boules qu'ils mettent au bout des grues, là, pour faire des démolitions, là, dans des édifices. Là, c'est ça, Kiefer Sherwood. Mais est-ce que dans 5 ans, ça va encore marcher? Alors, il y a aussi la performance, la durée. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment du cas par cas, à savoir si le contrat d'un joueur, d'un contrat qui expire, est bon ou pas bon. Il y a d'autres fois, tu dis, je ne veux pas aller le chercher parce que son contrat expire là. Ça dépend de l'âge, ça dépend de bien des facteurs. Et qu'est-ce que tu veux me dire depuis tout à l'heure, Mathias, que ton petit doigt s'en va en pleine Je ne veux surtout pas t'interrompre, mais j'ai une question pertinente. Comme Marc Labèche t'a dit dans Mathias Brunet Rencontre, c'est Mathias Brunet Rencontre ou Mathias Brunet Interrompt. Oui, mais c'est parce que j'ai dit « excuse-moi de t'interrompre ». Mais si tu veux continuer, mais j'avais une question quand même intéressante pour Mathias. toi. Vas-y. Que penses-tu de l'échange de Connor Garland, Blue Jackets de Columbus, qui est à Vancouver, qui signe une prolongation de contrat? Je te laisse annoncer les chiffres ou tu veux que je les annonce? Vas-y, annonce-les. Qui a signé une prolongation de contrat qui va commencer en octobre. Avec une clause de non-échange qui va commencer également à ce moment-là. Qui a 30 ans. Oui. 6 ans, 6 millions par année, jamais plus que 42 points dans une année. Qu'est-ce que tu en penses de celui-là? Ben vois-tu, Columbus rentre dans la catégorie des équipes, je dirais pas de milieu de peloton, mais je dirais pas que c'est une équipe qui est dans une ascension vers la coupe. Donc, c'est une équipe un peu assise entre deux chaises et qui a quand même des bons jeunes joueurs. Et Garland, c'est pas le bon vétéran de 33-34 ans que tu vas chercher pour un an ou 2. Alors, je trouve que c'est un échange un peu ridicule de la part de Columbus parce que tu prends pour 6 ans un joueur de milieu d'alignement. Un petit joueur. Un petit joueur de milieu d'alignement qui... Je l'aille pas Connor Garland, mais il apporte pas grand-chose. Il apporte pas quelque chose aux 32 équipes de la Ligue nationale. C'est vraiment, mettons un moment, tu as besoin d'un gars sur ton troisième trio qui fait des points, tu as 6 millions de lousse, ton équipe est à maturité, OK, on va chercher Connor Garland. Mais Columbus, je comprends pas le geste d'aller chercher. C'est un très bon exemple que tu as pris, Mathias, parce que Connor Garland, il est un peu dans un univers vide, un peu un no man's land, dans le sens que il cadre où? Équipe en reconstruction, t'en veux pas. Équipe qui approche de la coupe, ben c'est long, 6 ans. Je ne sais pas où il cadre. Et c'est quand même un bon joueur, Connor Garland. Tu sais, pris individuellement dans une bulle, Connor Garland est un bon joueur. La clause de non-échange, elle commence quand? Parce qu'on pourrait-tu essayer de la réchanger avant? Là, tu viens de l'acquérir, là. Ouais, mais on a déjà vu pire que ça. Connor Garland, je crois que si c'est pas le 1er juillet 2026, c'est le 1er juillet 2027. Je vais regarder ça tout de suite.
OK, mais ma question, c'était en juillet. Fait qu'on pourrait faire ça au draft. Ben au voilà, repêchage. voilà, mon cher ami. La clause d'un échange entre en vigueur cet été. Ben oui, ben quand le contrat va commencer. Oui, le non-mouvement. Qui va vouloir de Connor Garland? Et là, à 6 millions? pendant 3 ans, tu ne peux pas le bouger. Et il y a une liste, dans 2029, il y a une liste de 15 équipes où il ne peut pas être échangé, donc la moitié de la Ligue. Ouch. Il y a quand même 4 buts en 5 matchs. Là. On va Regarde. étonner ça. Ah oui, mais Indi- là, veux-tu que je Ouais, fasse la règle de 3? Non, non, oui, 64 buts pour l'année, les fameuses règles de 3 de Mathias. Fait que, regarde, comme je t'ai dit, dans une bulle, c'est un bon joueur. Dans un contexte de quelle équipe, je sais pas. OK, pas dans une... Tu veux pas nous souhaiter la pandémie à nouveau, là? Dans la bubble. Oui, oui, je le Ouais. sais, j'ai tout compris. C'est C'est même pas un niaiserie. jeu de mots, là. J'ai tout compris, c'est Moi, niaiserie. c'est tout votre honneur, hein? Fait que c'est ça. Alors, là, pour l'espoir de la semaine, Déjà? oui, on passe à l'espoir de la semaine. Oui, oui. J'ai des gros sujets en réserve que des auditeurs nous ont suggérés et il y en a un que je vais faire la semaine prochaine. Je ne vends pas le punch. Mais pour cette semaine, je vais passer tout de suite à l'espoir de la semaine. Mais j'ai un gros sujet. On a des gens qui nous ont écrit des très longs messages dans les dernières semaines. Je ne vous ai pas oublié. Je vais attaquer les sujets. Dans le cas, avant de passer à l'espoir de la semaine, ben, c'est parce qu'il y a des affaires du serpent dont on a parlé dans le premier bloc. La signature de Cole Hudson, Sacha Boisvert qui a signé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui? Il va brûler probablement une année de contrat ou il va signer un essai professionnel pour s'en aller dans la Ligue américaine. Parce que pour expliquer le règlement, un gars de la NCAA comme ça, tu ne peux pas arriver et dire on va le faire jouer dans la LNH et après ça, après 3-4 matchs, on l'envoie dans la Ligue américaine. C'est le cas de Michael Hage. Le gars, il est Ligue nationale ou rien. Si tu veux l'envoyer dans la Ligue américaine, il doit signer un contrat de Ligue américaine pour terminer la saison, comme Luke Middlestat l'a signé Une de à tes Montréal. idoles. Luke Middlestat. Regarde, Luke Middlestat, là, je vais faire une parenthèse là-dessus. Ça, c'est un genre de défenseur, là. Bon, c'est les probabilités qu'il devienne un régulier dans la LNH sont minces. Cependant, et voici mon gros cependant. Si tu me donnes... Tu sais, moi, j'analyse beaucoup les probabilités pour les joueurs. Et c'est pour ça que de temps en temps, je me fourvoie carrément, parce que je ne suis pas un gars d'exception. Alors, si un type de joueur, 19 fois sur 20, ne fait pas la Ligue, ben, moi, ça me dit qu'il y a 95% de chance. Là, il y en a un qui fait la Ligue, puis là, j'en entends parler pendant des années et des années. Mais ça, c'est correct, ça fait partie du jeu. Un gars comme Middlestat, je pense, a plus de chances de travailler une poste qu'un petit défenseur offensif, ce qu'on appelle un puck mover, de 5 pieds 8, 165 livres. Les yeux aussi. Oui. Parce que toi, Mathias, t'es borné sur Lane Hudson. C'est correct. Tu peux penser à Jared Spurgeon aussi, qui a un physique semblable, mais qui est arrivé dans la Ligue il y a longtemps. Mais la Ben, borné. Non. Si je suis borné Non. sur les notes, non, j'ai pas de problème. C'est là. pas que t'es borné. C'est que, automatiquement, toi, un puck mover de 5 pieds 8, 165, c'est le prochain, les Hudson. Si tu savais, Pardon? Mathias... Pardon? Non, si tu savais, Pardon? Mathias... Quoi? Ben non, mais tu roules les yeux au ciel Ouais, parce mais que qui je d'autre t'explique. de 5 et 8 de puck mover que... J'aime pas ton expression c'est en anglais, mais Défenseur Mobile. principalement offensif. bon. Mais lequel autre, là? Donne-moi un autre OK. exemple. Là, non, mais c'est Non, parce non, que mais là- t'as même- Non, mais tu m'interromps avec tes... Non, j'interromps pas, là. Oui, t'interromps C'est toi avec tes qui viens yeux de qui me- roulent, là. Ah, moi, ben là, moi, je te dis, si Mathias... ça prend juste ça. Ben, ça prend juste ça parce que tu me déconcentres, s'il vous plaît. Bon. Là, moi, je te dis qu'un gars comme Luke Middlestat, quand je regarde son profil, c'est un profil qui, en termes de probabilité, a plus de chances de faire la Ligue nationale qu'un petit défenseur offensif de 5 pieds 8, 160 livres. Parce que le petit défenseur de 5 pieds 8, 160 livres, souvent, il va atteindre un plateau dans la Ligue américaine. En ce moment, on va prendre un exemple. Les Sharks sont venus en fin de semaine. J'en ai parlé quelques fois dans le podcast. Luca Cagnoni. Luca Cagnoni, très grosse statistique dans la WHL, très bonne statistique dans la Ligue américaine l'an passé. Mais plus ça avance, plus tu regardes Luca Cagnoni et tu te dis, quel est son chemin vers la LNH? Ça va être difficile. Parce que le gars, vraiment, son talent offensif ne compensera pas pour le fait que ça va être difficile dans son territoire. Tandis qu'un gars comme Middlestat, si à un moment donné, il travaille certains aspects de son jeu et qu'il devient
qui essaye de devenir un genre de Ben Sherratt, par exemple, ou un genre de Joel Edmondson, bien, il y a toujours de la place pour ces Il est gars-là pas sur les 5e, troisième paires. Oui, mais il est fort. Mais il ne faut pas qu'il arrive à Laval en se disant « Je suis un défenseur offensif. » Voilà. Fait que je te dis pas que Middlestad va faire la Ligue. Je te dis juste que, je voulais faire une parenthèse, vu que ça a été une signature du Canadien la semaine passée, c'est pas une signature nécessairement jetée à l'eau. C'est tout ce que je dis. Bon, c'est un contrat de Ligue américaine, là. Non, Pour la mais fin de saison. Oui, mais il a signé. Oui, mais c'est ça. Mais lui, il a signé un contrat qui va entrer en vigueur l'année prochaine. C'est ça. Bon, Mais ils n'ont pas brûlé tout de suite. ils n'ont pas brûlé parce que c'est pas nécessaire de Comme brûler Jaden l'année de contrat. Struble, même concept. Comme Jaden Struble. Mais tu vois, Jordan Struble, on peut dire ce qu'on veut. Jaden, Il a ouais. quand même, Jaden Struble, il a quand même atteint la LNH. Puis il anime beaucoup de tribunes médiatiques à longueur de journée quand il est dans la formation en place de Jack Eye. Fait qu'il donne beaucoup de bonnes heures d'écoute. Voilà. Mais à ce compte-là, on ne voudrait pas donner une chance à William Trudeau, qui est un petit peu plus gros puis un peu plus grand. Ben, William Trudeau, à un moment donné, Pag, puis je sais que tu en as déjà parlé, c'est que là, le temps commence à manquer. Ouais. Tu sais, William Trudeau, s'il avait eu à avoir sa chance, il y a eu bien des possibilités dans les dernières années, aurait fallu que sa progression... Tu sais, il faudrait qu'il soit un défenseur dominant dans la HL en ce moment, ne serait-ce que défensivement. Il n'est pas dominant. Je sais. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que Trudeau, il a grandi dans la HL, puis Oui. Luke Mittelstadt arrive des rangs universitaires, ils ont le même âge, puis Oui. Trudeau est plus gros, puis il est plus grand. Oui, mais est-ce qu'il a progressé à ton goût, toi, depuis 3 ans? Au point de dire, je le mets sur la 3e paire du Canadien et je n'ai pas peur quand il affronte le 3e trio de l'autre équipe. C'est ça ma question. Puis en même temps, Middlestad n'est pas rappelé à Montréal non plus. Non, Encore, là. Tu sais, on n'a il pas sera dit ça. peut-être jamais. Là. J'ai juste Ouais. dit que les probabilités étaient peut-être fortes pour lui que pour un petit défenseur de 5 pieds 8, 165 offensif. C'est tout ce que j'ai dit. Je comprends. Alors que peut-être que Middlestad, ses chances de faire la LNH, c'est 5 Mais pour certains autres, pour moi, c'est quasiment 0. Mais c'est pas un gadget, ça c'est sûr. Non. L'espoir de la semaine, c'est le premier choix au total au repêchage de 1985. Wendell Clark. T'es-tu né? Je sais pas né. Il n'était pas né encore. Wendell Clark Comme beaucoup de nos auditeurs. a été le premier choix de 1985 et ce qui était quand même intéressant dans son cas, c'est que Wendell Clark, à la base, a été repêché par les Maple Leafs de Toronto oui, parce que les Maple Leafs de Toronto étaient très poches dans ce temps-là. Il n'y avait pas de loterie. Ils avaient terminé dernier. Et les années... pas de loterie. Hey, ça fait 40 ans. Pas de loterie. T'imagines-tu le nombre d'entre vous qui étiez pas nés quand Ouais. Wendell Clark a été repêché? Ouais. C'est fou, là. Et Wendell Clark, ce qui est arrivé, c'est que c'était un défenseur qui jouait dans l'Ouest, très offensif, très costaud. On aime les points de comparaison. C'était le Tom Wilson de l'époque. En fait, on espérait le Tom Wilson Mais de l'époque. défenseur. Mais défenseur, mais on l'a converti immédiatement en ailier. C'est Dans la ça Ligue qui était- nationale. Dans la Ligue nationale. Il est passé de défenseur à ailier dès sa première année à Toronto, à l'âge de 19 ans en 1985, et il a marqué 34 buts. Et là, à ce moment-là, avec 227 minutes de pénalité. Là, vous voyez le parallèle avec Tom Wilson. Wendell Clark, qui faisait rêver les équipes parce que c'était le gars qui pouvait te sacrer une volée et marquer un but. Mais qu'est-ce C'est qui, ça, là. qu'est-ce qui fait que des athlètes comme ça, il y en a tellement peu, Ouais. que tu peux arriver et dire, hey, sais-tu quoi, lui, là, comme Markov, qui Oui. joue au centre, on l'a mis à défense, qui fait que, hey, non, sais-tu quoi, toi, tu arrives d'un rang professionnel, on te change de position. Ça arrive tellement pas Ben, souvent. moi, c'est je me quoi? rappelle, Wendell Clark, carrément, comme défenseur, il était pas bon. OK. Alors ça, et c'était un 4e attaquant. Donc lui, ça a été très, très simple. Mais je reviens sur notre joueur favori, le Jack Eye, par exemple. Ouais. Ça pourrait pas être un essai à faire? Ah, tu veux dire l'envoyer à l'avant? Oui. Ben, écoute, peut-être en dernier recours, là, parce que là, Jack Eye, ça commence à la défensive. Là, on se rend compte que c'est pas l'homme de la situation. On là. est pas mal dans les derniers recours. D'ailleurs, il faut Ouais. se calmer avec Alexandre Carrier dans les estrades. Puis, Ouais. il n'est pas comme l'an dernier, Carrier, là, Non. mais il est encore en avant de Jack Eye, là, s'il vous plaît. Là. Puis Ouais. il affronte des joueurs, il y a plus de minutes, puis il y a des affrontements plus compliqués. L'affaire à Montréal, je fais une parenthèse, là, Ouais. c'est qu'à un moment donné, ça va prendre peut-être un petit peu plus d'équilibre entre les gros défenseurs robustes et les défenseurs moins robustes, plus offensifs. Tu sais, c'est correct d'avoir Lane Hudson, c'est correct d'avoir Dobson, mais à un moment donné, ça va prendre peut-être moins de minutes à Matheson. Autrement dit, je pensais jamais dire ça, mais un petit peu plus de Ben Sherratt et de Joel Edmondson. Alors, Marc Bergevin, es-tu disponible? Ben, c'est pas toi. Ouais. C'est pas toi qui as dit à ton balado lundi avec Sean que ça prenait Ryan Backer? Oui. Oui, mais Reinbacker,
Je crois que Randbacker, d'après moi, est un hybride. Ouais. Moi, je crois que la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est parce que, pour moi, Randbacker, là, qu'est-ce que le Canadien a à perdre en le rappelant? Tu sais, c'est comme Jacob Fowler. J'ai longtemps insisté, moi, pour Jacob Fowler. Le plan d'origine, je crois, si tu donnais un sérum de vérité à Jeff Gordon et Kent Hughes, il te dirait que le plan était d'avoir Fowler toute l'année à Laval. Les plans ont dérogé à cause des performances en dents de scie des gardiens de but, surtout Montembeault. Là, tu sais, c'est dur pour le Canadien dans sa zone. Est-ce que Randbacker, nécessairement, est prêt? Moi, je parle toujours de 150 matchs dans la Ligue américaine. Il est rendu à mi-chemin. Mais Randbacker est quand même un talent supérieur à la moyenne. Moi, quand je parle de 150 matchs, je parle de la moyenne, Ouais. le joueur moyen. Quinn Hughes, Hudson, c'est 0, mais il y en a d'autres, c'est 150. Alors, on va mettre Randbacker un peu entre les deux. Moi, je pense que qu'est-ce que le Canadien a à perdre? Parce que qu'il fasse les séries ou qu'il ne fasse pas les séries, je ne crois pas que ça soit le fait de mettre Randbacker qui va les mettre dans le trouble. Non. Plus qu'ils sont en ce moment. C'est tough pour Goulet. Tu sais, Goulet, tu n'as jamais été un fan. Là, c'est tough de ce temps-là. Là. Je sais C'est pas très si dur. blessé, mais c'est Puis, dur, puis, là. puis vois-tu, Goulet, ce que je me rends compte, c'est que lui, il fait partie de la solution en tant que, justement, défenseur défensif efficace. Mais quand tu es à peu près le seul dans ton équipe qui est comme ça, Ouais. qui a ce profil-là, tu es dans le trouble. Moi, je te dis, ça prend 2, idéalement, là, dans un monde parfait, là. 2 offensifs, 2 défensifs, 2 hybrides. Randbacker, pour moi, c'est un hybride. Bon. Alors, c'était ma parenthèse. Fait que j'invite tous les gens à aller voir le balado en anglais avec Sean. Oui, ça s'appelle SIG Podcast Trust the Process. Ouais. Et puis, je te dirais que c'est un compagnon à Mathias et le Serpent. Voilà. Alors, on parle de la Ligue nationale, c'est-à-dire on parle des espoirs, et puis j'essaye de pas trop entrecroiser les sujets, mais des fois, c'est sûr que les sujets s'entrecroisent. OK. J'ai vraiment aimé ton mea culpa d'ailleurs aujourd'hui. On ne Sur s'étendra qui? pas là-dessus, mais ton mea culpa à toi. Sur le fait que des fois, tu veux pas trop vanter certains joueurs, fait que tu en mets un petit peu plus pour les ramener. Oui, ben c'est ça. Là, je vais le faire. Écoute, on a le serpent en liberté. Il y a un auditeur qui m'a demandé, il dit, est-ce que tu es meilleur pour évaluer des joueurs de la Ligue nationale ou des joueurs juniors? Parce qu'il dit, tes commentaires sur les joueurs de la Ligue nationale ont souvent fini un petit peu dans le... ont mal vieilli. OK. Bon, c'est sûr que l'auditeur, probablement, parlait d'Hudson, regarde, Kapanen, je ne suis toujours pas convaincu, mais il y a quand même 20 buts, là, on va lui donner. C'est vrai. Mais moi, ce que j'ai répondu, c'est que le problème, c'est que quand un joueur est junior, moi, je l'évalue en fonction de son avenir, de façon neutre, parce qu'on ne sait pas où il s'en va. Non. Gavin McKenna, il s'en va où? Je sais-tu, moi, Saint-Louis, Vancouver, Rangers, on ne sait pas. Mathieu Sheffer, on ne savait pas qu'il allait à New York. Lorsqu'un joueur est repêché, les fans des équipes en question commencent à s'attacher aux joueurs et là commencent à pomper les pneus, comme on dit, une mauvaise traduction de l'anglais, à pomper les pneus ou À s'emballer. ou à claironner À gonfler les attentes. à gonfler les attentes envers les espoirs. C'est pas juste à Montréal, c'est partout. C'est dans le baseball aussi. Puis là, moi, on dirait que mon réflexe de serpent, Oui, reptilien. c'est de tempérer tout ça. Alors moi, je peux arriver puis je peux faire une évaluation puis je peux dire, je ne sais pas, moi, avant le repêchage, je peux dire, j'adore Zarovski. Et c'est vrai. Là, si je vois à un moment donné qu'il y en a qui voient Zarovski, MVP, Trophée Hart, Trophée Art Ross, j'exagère mais à peine, bien là, on dirait que mon instinct reptilien, c'est de le rabaisser. Mais arrête de les lire. Non, mais regarde, on peut pas le manquer, Mathias. Écoute, on peut pas le manquer. Lane Hudson, là, c'était une maladie. Ben, C'était avec la raison, folie furieuse. avec raison. Ben oui, t'as raison. Sauf qu'à un moment donné, moi, on dirait que je me dis, OK, là, on va calmer ça, là, ça n'a pas d'allure. Tout le monde voit Bobby Orr. Au nom du balado, je veux juste m'excuser à Wendell Clark et à sa famille de lui avoir volé son moment de gloire. Ouais, mais Merci. on revient à Wendell Clark. Là, je te ramène dans le droit chemin. Là. Alors, Wendell Tu Clark... me ramènes, excuse-moi, là. Alors, Wendell Clark, ce qui est arrivé, c'est T'as que... ça dérapé aussi, là. en Il passant. a joué 9 ans à Toronto et à la fin de la saison 94, rendu quand même à l'âge de 29 ans, enfin, vous voyez mon âge, Wendell Clark, 28 ans, 46 buts. 46 buts. 115 minutes de pénalité, il se battait un peu moins.
mais c'est encore un joueur très efficace. Sauf que, là, il y a 28 ans. Un gars comme ça, qui s'est battu, qui a eu au-dessus de 1000 minutes de punition à cet âge-là, ça s'use plus vite qu'un gars qui joue en périphérie ou qui est très habile pour esquiver les coups. Et là, les Nordiques de Québec, qui avaient un nouveau directeur gérant, l'ancien agent Pierre Lacroix, était une équipe qui était en train de former une puissance. Et là, ils avaient à l'attaque Joe Sakic, Matt Sundin, Peter Forsberg qui s'en venait, Owen Nolan. Et là, M. Lacroix s'est dit, ça prend plus de papier sablé. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il a pris Matt Sundin et il est allé chercher Wendell Clark à l'échange. Matt Sundin, à ce moment-là, t'es jeune. il est né en 71. Matt Sundin avait 23 ans et il avait eu une saison, je crois, de 115 points à Québec. Là, moi, je me suis dit à ce moment-là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais comment? Oui, je sais que ça prend tout dans une équipe. Mais pour moi, Matt Sundin avait plus de valeur qu'un joueur de 28 ans qui commençait à être usé. Ça a été un désastre. Et ça a été un désastre. M. Clark a fait 1 an seulement à Québec. Il a joué 37 matchs. Il y avait eu un lockout, cependant, cette année-là. Fait qu'il a manqué peut-être une dizaine de matchs. Ça a été un désastre. Et l'année d'après, Pierre Lacroix s'est repris en l'échangeant aux Islanders pour Claude Lemieux, qui était une version du même âge, mais moins usée de Wendell Clark. Claude Lemieux, probablement, il y a beaucoup de partisans qui s'en souviennent. C'était une peste. C'était un gars qui était capable de marquer des buts au moment opportun. Et Claude Lemieux a gagné 3 Coupes Stanley dans sa carrière. Une avec Colorado, je crois, et 2 au New Jersey, quelque chose comme ça. Alors, Clark, lui, a poursuivi sa carrière, mais en étant constamment blessé. Alors, tu vois, une saison de 65 matchs, 47 matchs, et là, il s'est promené, il est retourné au Maple Leafs, il est allé à Tampa, il est allé à Détroit, il est allé à Chicago, et il est revenu pour une 3e fois à Toronto à l'âge de seulement 33 ans. Il était usé, 2 buts, 2 passes en 20 matchs. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ça? Bien, la première, c'est que Tom Wilson, il est quand même pas pire parce qu'il est rendu à quoi, Tom Wilson? 31-32? Oui, puis il est encore très efficace. Mais en même temps, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'en ce moment, vous échangeriez un jeune qui a un potentiel de 100 points pour Tom Wilson? C'est sûr que non. Oui, mais attends, là. Oui. C'est parce que Clark avait fait 46 buts. Il avait fait 46 buts. Mais imagine le Tom Wilson de 3 ans. Bon, il ne faisait pas 46 buts, mais Tom Wilson, c'était un joueur clé. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, vous auriez échangé, je ne sais pas, moi, tiens, je vais te faire plaisir, Nick Suzuki pour Tom Wilson il y a 3-4 ans? Nick Suzuki, c'est pas un joueur de 100 points? Non, mais peut-être qu'il va l'avoir cette année. Ah oui? Tu aurais été le premier à le dire. Bon, non, mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, je sais que Wendell Clark s'en a mal tourné. Ouais. Là, Wilson, il est encore bon. Mais ça demeure un pensez-y bien. Ce que je veux faire en rétrospective, c'est de montrer le raisonnement derrière l'échange, d'échanger un joueur de talent pour plus de papier sablé, mais du papier sablé talentueux. Il aurait fallu que tu aies des centres, il aurait fallu que tu aies plein de centres à Montréal. Là, parce que, tu sais, les Nordiques avaient 3 joueurs de centre, je sais. Suzuki, sauf que Sundin aurait pu jouer à l'aile. Ouais. En fait, ou carrément, si tu veux échanger Sundin, échange-le pour plus que ça. Puis peut-être, après ça, va chercher quelque chose qui te permet d'aller chercher Wendell Clark. Moi, je pense que Pierre Lacroix, ça avait l'air d'un fin négociateur. Mais je trouve quand même étonnant qu'il ait donné sur un plateau d'argent un jeune joueur de 23 ans. Disons que peut-être un meilleur exemple. Oui, vas-y. Tu échanges Wyatt Johnston contre Tom Wilson. Parce que Dallas est plus près de la Coupe. C'est bon, ça. Le Canadien est loin de la Coupe encore. Ouais. Là, tu voulais juste parler de Suzuki encore une fois. Oui, puis Dallas a quand même une équipe solide physiquement, alors que les Nordiques, dans ce temps-là, avaient besoin. Mais je comprends que tous les exemples sont à la fois bons et boiteux. Johnson, c'est une machine à scorer. Là. Pardon? Johnson, c'est une machine à scorer. Ben, Matt Sundin en était une. Ouais. Puis est-ce que vous pensez que les Highlanders auraient fait Sundin pour Claude Lemieux, sans prendre le triangle du déterminant? Parce que c'est ça que c'est devenu. C'est sûr que les Highlanders auraient sauté là-dessus. Oui, ils l'auraient fait. Ben oui, ils ont pris Wendell Clark qui avait eu une saison misérable à Québec. Je ne vais pas t'interrompre, mais le temps file. Hein? Oui. Tu voulais-tu parler de ton dernier point ou tu le gardes pour la semaine prochaine?
Ben, j'ai pas d'autres points. Ben, c'était quoi, Seattle Kraken? Ben, c'est l'équipe de la semaine. C'est là. Fait que ça t'apprendra de regarder, de copier. T'es comme à l'école. Copier, moi. Tu dois copier à l'école, toi. Tu regardes En passant, là, l'épaule. Là, des fois, tu dis tu m'interromps, ou tu me... Tu sais, des fois, tu signales à droite, tu tournes à droite. C'est pas moi qui dis de tourner à droite, là. Tu peux perdre ton chemin aussi dans tes idées. Oui, là. moi aussi, je m'écarte, mais je m'écarte de façon structurée. Dans ta démence, tu as un plan, comme Jean disait Scott Lachance de son ancien directeur général. Dans ma démarche, j'ai un plan. Puis je pense que Wendell Clark, l'idée, c'était un petit peu d'amener l'idée d'échanger du jeune talent pour un gars robuste qui marque des buts, mais plus vieux. On a notre titre. Dans sa démence, ce n'est qu'un plan. Alors, c'est tout. Troisième bloc, Oui. ton équipe de la semaine, et je sens que le serpent va se défouler. Le serpent est découragé de parler du Kraken de Seattle. J'adore les équipes d'expansion, Mathias, parce qu'ils partent avec une masse salariale de 0 et on leur donne des actifs quand même décents maintenant avec les nouvelles règles de l'expansion. Et il y a des équipes qui n'en profitent pas. Et je m'explique. Là, une équipe comme le Kraken, normalement, aurait dû dire on a un public qui a soif de hockey là-bas. C'est une ville de hockey. On peut rester à queue 3 ans. Pas grave. On va aller chercher 3 gros choix de repêchage. Puis on va bâtir autour de ça. Et on ne s'embarrassera pas de donner des rôles clés et pendant des années, renouveler des contrats à 5, 6, 7 millions de joueurs, finalement, qui ne seront pas là lorsqu'on va avoir bâti notre noyau. Ils ont repêché Beniers 2e, puis Oui. Shane Wright 4e aussi. Là. Voilà. Bon. Là, c'est sûr qu'on va leur donner une passe un peu. 2021, année COVID, très difficile de juger les joueurs. C'était pas une grande cuvée. Oui, c'est facile de dire, ils auraient pu prendre Wyatt Johnston. Ouais, Non, OK, ça, c'est impossible. non, il n'avait pas joué Wyatt Johnston, celle-là. Il avait juste joué au tournoi des moins de 18. Et aussi, tu sais, quand je parle souvent de ça, un gars qui, dans les classements populaires, la centrale, les analystes, est classé 20e, je ne sais pas si les équipes sont influencées, mais on dirait qu'ils sont gênés de prendre un gars comme ça deuxième. Les Kings de Los Angeles l'avaient fait en 2007. Au 4e rang, ils avaient repêché Thomas Hickey, un défenseur. Et là, on a dit, il se pense plus smart que les autres. Thomas Hickey était classé fin première ronde. Bien, sais-tu quoi? Il a été un défenseur de fin première ronde. Ouais. Fait que, tu sais, c'est facile à dire, mais les équipes vont aller vers des choix quand même qui représentent bien le consensus. Blake Wheeler, Blake Wheeler, les Coyotes, 4e. 5e. 5e. Oui, il n'a jamais signé là. Non, mais il est devenu un bon joueur. un très bon joueur. Et à ce moment-là, ils disaient, c'est ça, Blake Wheeler. Ouais. Mais eux autres sont allés selon leur liste Ouais. et non pas, on ne peut pas prendre Blake Wheeler 5e parce que la Centrale le 23e, puis Hockey News le 24e. C'est ça. Bon. Alors, le Kraken de Seattle ont bâti leur équipe avec des vétérans décents. La deuxième saison, ils ont obtenu au-dessus de 100 points. Ils ont fait les séries. Ils ont éliminé l'Avalanche du Colorado. Ouais. Depuis ce temps-là, ça a chuté. Cette année, ils sont en bonne position pour faire les séries. La division est faible, mais quand même. Alors, ça m'a l'air d'une équipe en ce moment qui se dirige vers des hauts, des bas, des hauts, des bas et le sempiternel milieu de peloton. Qu'est-ce qu'ils ont comme jeunes joueurs, premièrement? Je pense que la chose qui leur manque vraiment, ils n'ont jamais eu l'occasion, l'opportunité, appelle ça comme tu voudras, de repêcher un bon jeune défenseur offensif. Ils ont toujours axé leur choix sur des joueurs offensifs, des attaquants. Par exemple, Berkeley Catton, Jake O'Brien cette année. Avant ça, Matt Beniers, qui était considéré comme un joueur complet, mais avec un bon potentiel offensif. Et ils ont tombé dans le panneau Shane Wright en 2022. Shane Wright, là, il a glissé. Il était rendu au 4e rang. Est-ce qu'ils se sont dit, on fait le vol du siècle? Ouais. Ou est-ce qu'ils se sont dit, ben là, 4e, c'est un value pick. Ce que j'entends par value pick, c'est un joueur qui, d'après l'équipe qui la sélectionne, va surperformer son rang de sélection. Ou est-ce qu'on s'est dit, ben là, on n'a pas le choix, il est là. Oui, non, tu as le choix. Ouais. Tu as le choix. Si tu l'aimes pas, tu l'aimes pas. On s'en fout s'il a été numéro 1 sur les listes pendant 3 ans.
Le Canadien, ça leur a passé 1000 pieds par-dessus la Mais ça. tête. Et ils ont pris Slavkovski. New Jersey, ça leur a passé 1000 pieds par-dessus la tête. Ils ont pris Nemec. Et Serpent, lui, ça y passait 1000 pieds par-dessus la tête. Son meilleur joueur disponible après Slavkovski, c'était Cutter Gauthier. Voilà. Même s'il est parti 5e. Puis à ce moment-là, Gauthier n'était pas tellement... Personne ne voyait Gauthier avant Cooley. Non. Puis je pense que Gauthier, d'après moi, j'aime beaucoup Logan Cooley, mais je pense que Gauthier est en train de devenir un meilleur joueur que Cooley. Alors, on revient au Kraken. Ce que ça donne finalement, ben, c'est des signatures comme la semaine dernière. On prolonge Jordan Eberle de 2 ans. Pourquoi? Je sais qu'il faut remplir des chandails, là, mais tant qu'à remplir un chandail, ben, coule à pic. En attendant que tes jeunes se développent, puis va te chercher un premier, un deuxième, un troisième joueur, au lieu de toujours repêcher 9e, 16e, 8e. Ouais, mais il pêche mal. Regarde, là. Ben, tu le oui, vois, mais ils ont repêché dans le top 5. Mais puis- j'aime Catton et O'Brien, Mathias. Il faut quand même être honnête. Ok. J'aime le fait que Jason Bottrill est devenu directeur gérant. Bon, c'est pas la lumière du siècle, mais Ron Francis est extrêmement conservateur. Jason Bottrill, quand il était à Buffalo, quand même, il est allé chercher, pour Ryan O'Reilly, Ouais. Tage Thompson. Alors, il avait été ridiculisé. Ça a peut-être même causé sa perte. Mais aujourd'hui, Tage Thompson, c'est un sacré bon joueur. Les deux équipes ont été gagnantes. Mais tu sais, à Seattle, tu sais, Adam Larson jusqu'en 2029, Brendan Montour jusqu'en 2030, Ryan Lindgren jusqu'en 2029. Pourquoi? Tu pensais quoi quand ils sont allés chercher Kako? Ben, Kako, ça, c'est un projet de réclamation. Ils l'ont quand même re-signé à 4,5 millions. C'est le gars qui a été repêché deuxième, le typique gars repêché deuxième qui ne produit pas selon les attentes et qui, éventuellement, a 9 vies. Parce qu'il a été repêché deuxième. Voilà. 9 vies, on le voit. Il n'est pas hein. si mal, là. Il n'est pas si mal. Il n'est pas si mal. Évidemment, il ne répondra jamais aux attentes, mais il n'est pas si mal. C'était pas une mauvaise idée en soi. Ils l'ont eu pour une bouchée de pain. Tu sais, on va chercher Bobby McMahon la semaine dernière, qui est agent libre à la fin de l'année. Ça, on présume que c'est pour essayer de faire les séries, correct, tant qu'à être rendu là. Mais est-ce qu'on va les re-signer? Est-ce qu'on va donner à un Bobby McMahon qui a quand même pas fait ses preuves pendant longtemps, qui a 29 ans, est-ce qu'on va lui donner un 5 ans, 35 millions, dû au fait que la cuvée d'agent libre, dont on va reparler plus tard dans le balado ce printemps, est très mince. En ce moment, le top joueur, c'est Alex Stock, et il va peut-être re-signer à Buffalo. Regarde, Mais- Seattle, là, je suis... Puis, tu sais, dans les buts, Philippe Grubauer, Joey Dakar. Ah, c'est plate. Permets-moi de t'interrompre. Oui. Les Golden Knights de Vegas Oui. ne sont-ils pas leur pire ennemi? Oui, parce Ils ont que... voulu les imiter. Non, justement. Ils ont peut-être essayé de les imiter, Oui. mais ça n'a pas marché. Parce C'est ça. Non, mais oublie Ça que je jamais... dis. Oui, mais Mathias, oublie jamais une chose. Les Golden Knights de Vegas, au départ, ils l'avaient trouvé l'affaire. Si tu m'avais dit que les Golden Knights, en 2017, deviendraient une puissance, et que là, je me disparais encore une fois sur la planète Mars, où j'ai aucun contact, puis je mange des pilules pendant 8 ans, puis je redescends sur Terre, puis je vois les Golden Knights une puissance, j'aurais dit bien sûr, avec tous les moves qu'ils ont fait pour aller chercher des premiers choix, des deuxièmes choix, repêcher Nick Suzuki, ben je me dirais, voyons donc, c'est formidable, les Golden Knights, Cody Glass, Nick Ouais. Suzuki, Eric Brandstrom, des choix. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Ils ont tout fait pour couler, mais la bande de, entre guillemets, rejet qu'ils ont Es-tu fait jouer, sûr? c'est rendu en finale de la Coupe Es-tu Stanley. sûr qu'ils ont tout fait pour couler? Oui, parce qu'à chaque fois, qu'on avait un bon actif, on manœuvrait pour l'échanger. Ah, ben, je ne toucherai pas à lui, donne-moi un choix. Le problème, c'est que les autres équipes ont dit, touche pas à Alex Petrovic et on te donne un premier choix. Aïe, aïe. Et- En fait, c'est Marchessault qui ont offert. whatever, Mais il y en a Petrovic d'autres, était ouais. là-dedans. Winnipeg dit, touchez pas à, je me souviens pas qui, un joueur très ordinaire. On va baisser du 13e au 24e rang. Et au 13e rang, hey, il repêche Nick Suzuki. Ce que je te dis, c'est que quand même, Vegas a survécu avec des vétérans.
ils n'ont pas coulé à pic, puis ils sont Oui, maintenus. c'est qu'après ça... Oui, mais... Seattle veut peut-être faire oui, la même chose. mais ça, on dirait que c'est quoi l'expression en anglais? Là? Moi, je suis dans mes mauvaises traductions. Une éclair dans la bouteille, là? L'exception qui confirme la règle? Ouais, si on veut. Oui, Non, mais je veux c'est dire... ce que Non, j'ai mais, dit, c'est ce non, que non, je mais dis. je veux dire, ils ont monté un club qui avait l'air un club de rejet, mais qui n'était pas tant que ça. Oui. Puis après ça, ben là, ils ont pris la formule Tampa Bay. On échange Ben oui. par en avant, toujours pour Et gagner. c'est ce que Seattle peut-être a voulu faire en disant hey, les Non, rejets vont mais fonctionner. Seattle, ce qui est arrivé, je ne sais pas, je donne le bénéfice à Ron Francis, il est extrêmement conservateur dans ses agissements en Caroline. Ce qui a été laissé transpirer par les gens de l'intérieur, c'est que Seattle a essayé de monnayer des joueurs dans le sens de dire à une équipe, je touche pas à lui, donne-moi un premier choix. Et les équipes auraient dit, non, vous nous ferez pas un Vegas, vous autres. sûr. Et que Ron Francis a été pogné à choisir des joueurs. Bon, ben moi, où je trouve qu'il a mal fait, c'est qu'à ce moment-là, si j'avais vu, moi, que les équipes ne mordent pas à l'hameçon parce que, c'est quoi, encore une autre expression anglaise, fool me once, Ouais. bon, shame on you, fool me twice, shame on me, là. Shame Comment on you. dit? Oh, quoi? Shane on you. Shane on you. Mathieu, je sais que tu l'aimes, mon podcast en anglais, mais là, ça fait un petit peu trop de promo, là. Mais garde tout ça pour te dire qu'il y en a qui se sont dit, on ne se fera pas prendre 2 fois, c'est ça que je veux dire. Mais à ce moment-là, moi, j'aurais pivoté et j'aurais dit, les boys, on prend 23 joueurs de 4e trio puis des 7e défenseurs, puis on se montre la pire équipe de tous les temps. Mais Ron Voilà. Francis, il pivotait sur la glace, mais il pivote pas dans les bureaux. Un des grands joueurs de l'histoire, en passant, pour les plus jeunes, là, Ron Francis. Il est encore dans le top 5 des marqueurs, je crois. Un grand joueur, Ron Francis. Fait que pas un gros avenir pour le Kraken de Seattle. Ben, un avenir, d'après moi, milieu de pelotonnier. Comme en ce moment. Et puis, regarde, peut-être qu'avec Berkeley Catton, Jake O'Brien, ces gars-là deviennent des très bons joueurs. C'est quand même une belle ligne du centre. Mais, regarde, non. Je pense que ça va être une bonne équipe, mais sans plus dans les prochaines années. Merci, mon beau. Mais vu qu'on parle toujours du Canadien, les gars, il y a un joueur du Canadien qui est encore dans les rangs des Kraken pour 2 ans. C'est Joe Veleno qui a été buyout. Je voulais juste le dire comme ça. Hein, quoi? Il apparaît encore dans la masse Ah oui, salariale du Kraken. oui, je Joe comprends ce Veleno. que tu veux dire. Ah là. oui? Bon. Oui, dans la liste des joueurs qui ont été Je rachetés. voulais juste faire exprès pour tout ramener au Canadien. Tu fais bien. C'est correct, tu fais bien. Tu fais bien. Ça sera pas moi, là. Non, c'est vrai. Bon, next, les questions. Free Pag? Tu prêt, mon Free? Je suis né prêt. Tout le monde? Hey, un petit commentaire aujourd'hui, 16 mars, 30e anniversaire du Centre Bell, d'ouverture du Centre Bell. Du 100%. Ça t'émeut? Pourquoi tout le monde est libre ici, sauf moi? Serpent Liberté, Free Pag. Oh, t'es pas mal libre dans le premier bloc. Vas-y, Pag. Avant d'aller vers les questions, permettez-moi de remercier encore Mise au jeu Plus et ainsi que Fenplace, qui est une entreprise québécoise de portes et fenêtres depuis plus de 35 ans. Aussi, rappeler le concours à la Cage au Sport. Il reste 2 soupers à tirer, des soupers qui auront lieu le 13 avril et les 4 mai. Les détails pour l'inscription sont dans la description. J'ai faim. Est-ce que vous avez faim, vous autres ici, là? On débute avec Frank Pilon. Ryan Poehling à 3,75 millions par an pour 4 ans ou Jake Evans à 2,85 millions pour 4 ans. Alors, je relance la question. Un ongle incarné du pied droit ou un ongle incarné dans le pied gauche? OK. Bon, mais non, réponse sérieuse. Poehling a quand même une touche offensive un petit peu meilleure que celle de Evans et il brasse la cage pas mal. Alors, écoute, obligé de prendre un des deux, je prends Ryan Poehling. Je ne l'ai pas détesté quand je l'ai vu à Anaheim cet hiver, mais c'est sûr que je maintiens quand même l'histoire de l'ongle incarné. Mais c'est après coup aussi, là. Tu sais, Ryan Poehling, écoute, il a fait que... Il a été à Philadelphie. Oui, non, on parle en ce moment, là. En fait, il a été à On parle en ce moment, là. Il était à Pittsburgh, Oui. à Philadelphie, puis Oui, là, on ne fait pas un résumé de sa carrière. On fait juste dire en ce moment, qu'est-ce que je prends. t'es vraiment condescendant. Comment ça? C'est correct. En passant, si c'était une question à Pag, c'est Ryan Poehling 3,75 par an pour 4 ans ou Jake Evans 4 millions par an pour 4 ans? Ben, Pag, il y aurait une troisième réponse. Jake Evans, 8 ans, 100 millions. T'es encore condescendant. Oui, encore condescendant. Là, Là, c'est quoi ce nom-là, là? Basile de Foucault.
Y a-t-il une sonorité là-dedans? Les Foucault. Basile de Foucaline. Je sais que tu n'aimes pas les noms, les surnoms. Mais c'est peut-être... Toi, Écoute, tu là, j'ai voudrais comme que peur que toi, ce soit... Toi, tu voudrais que tout le monde s'appelle Paul Turcotte. Mais là, j'ai comme peur que ce soit un vrai nom. Là. Si c'est le cas, désolé, Basile. Oui, ben c'est ça. C'est toi qui se mets dans le trouble. Exact. Moi, je fais toujours très attention avec les noms. Ouais, Alors, surtout monsieur les de noms, Foucaline. Sherwood, seulement 2 choix de 2. Excellente acquisition. C'est du niveau de Wilf Pema, Wendell Clark, Claude Lemieux, Dustin Brown, etc. Ça patine les fesses serrées chez l'adversaire et ça fait gagner des séries. Snake, il va falloir que tu expliques pourquoi tu fais exprès pour ne pas accorder plus d'importance à la robustesse. Oh là là. ben- Si on mentionne Wilf Paiement, Oui, j'imagine ça fait un que bout de Basile, là, c'est un pas, auditeur 35 ans. probablement qui suit le hockey depuis longtemps, à moins qu'il ait fait beaucoup de recherches sur YouTube. Je sais que des fois, je donne l'impression de ne pas accorder d'importance à la robustesse parce que j'ai parlé de Kiefer Sherwood la semaine dernière et je trouvais que le contrat était long, considérant l'âge du joueur et le fait qu'il y a un style de jeu qui est très... qui use un joueur et que peut-être qu'en bout de contrat, ça peut être un contrat qu'on regrette. Sauf que non. J'aime beaucoup ce genre de joueur-là. Je sais que ça en prend. Puis à un moment donné, je sais qu'une équipe qui n'en a pas doit sacrifier, comme on parlait dans l'histoire de Wendell Clark, un très bon joueur offensif. Est-ce que le Canadien un jour va faire ça? C'est possible qu'un des attaquants chouchous du Canadien soit sacrifié pour aller chercher un genre de Kiefer Sherwood, un genre de Wilson. J'en suis très conscient. Alors, j'ai peut-être mal expliqué mon point. C'est juste que moi, je dis, on repêche du talent en premier, on accumule le talent et après ça, Oui. on va chercher les besoins, les Sherwood, parce que je trouve que ces joueurs-là sont plus difficiles à détecter à 17 ans. Sherwood, personne à 17 ans aurait pu croire qu'il deviendrait le joueur qui est devenu à 29, je crois. Je vais te défendre, là. C'est ça. Kiefer Sherwood, 2 choix de 2 à l'Avalanche, choix d'Arlis, il n'y a pas de problème. Mais toi, Simon, ce que tu disais, c'est Sherwood avec les Sharks, un club qui commence tranquillement à monter, qui est encore à 3-4 ans d'aspirer une coupe. Ben Sherwood, tu gaspilles 3-4 ans. Là. Mais je pense que Celebrini est en train de fausser la donne. Ouais. J'étais au match samedi. Je salue les gens d'ailleurs qui sont venus... T'as payé des bières? Non, pas payé des bières, mais qui sont venus me parler. Il y avait des fans des Sharks avec beau chandail. Mais je crois qu'en ce moment, Mike Greer, c'est l'effet Celebrini. Celebrini, samedi soir, s'il ne joue pas pour les Sharks, le Canadien gagne le match. Ouais. Bon. Alors, je pense que là, il se dit, on a un gars qui a 19 ans est devenu ce qu'on pensait qu'il deviendrait à 22, mais il reste quand même que les Sharks, il y a des trous dans cette équipe-là. Ben oui. Regarde, Sherwood, est-ce qu'au moment où les Sharks sont prêts à gagner, il va être aussi efficace qu'il est aujourd'hui? Je ne le sais pas. Le plafond monte. Regarde, enfin, je suis ambivalent en ce moment, mais peut-être qu'ils vont me faire mentir, puis dans 4 ans, les Sharks vont se rendre en finale, puis Sherwood va être aussi capotant qu'il l'est en ce moment. Ben moi, je trouve aussi que tu as fait souvent l'apologie de dire que les équipes comme le Canadien ont besoin de robustesse. Fait que je trouve que son commentaire est un peu... Regarde, des fois, je me contredis, ou des fois, je m'explique mal. Fait qu'on va donner le bénéfice du doute à M. Basile. C'est pas pareil avec toi, ça, Sherwood? Bois vert, très fort. Non. François Gallarneau. Question pour le Snake. Au cours des 4 derniers repêchages, le Canadien a vraisemblablement réussi à sortir au moins un joueur d'impact de ses choix en dehors du top 20 par année. Hudson, H, Zarowski, Fowler et peut-être Pickford. Est-ce une moyenne normale? Est-ce que si ça se maintient, ça serait suffisant pour amener de l'eau au moulin pour la fenêtre de la Coupe? Et finalement, est-ce que ça doit influencer la manière dont le Canadien gère ses choix lors d'échanges, c'est-à-dire de privilégier échanger des espoirs déjà repêchés qui ont une plus grande valeur sur le marché et miser sur l'équipe de recrutement pour générer de la valeur à partir des choix de fin de première et de deuxième ronde qui valent moins pour les autres équipes? Ce serait une question de Jean-Thomas Jobin. Oui, mais je dois te dire que moi depuis le temps qu'on fait ça, Mathias, je suis toujours impressionné. Ben oui, c'est par sûr. Les propos des auditeurs, la profondeur Par des François. propos. Puis, oui, c'est ça. Alors, je vais commencer à répondre là, graduellement. Est-ce une moyenne normale? Non, c'est pas une moyenne normale. Si tous ces joueurs-là, Hudson, on le sait déjà, mais H, Jaworski, Fowler, s'ils deviennent des joueurs de gros impact, c'est sûr que c'est pas normal. Mais il y en a un de sûr en ce moment. Il y en a un de sûr. Mais si les trois... Pickford,
Oui, il y a 40 quelques buts, mais puis c'était une de mes cartes cachées du repêchage, je le répète, avant de me faire lancer des tomates. Mais pour le moment, j'ai quand même des réserves dû au fait que son jeu dans sa zone n'est vraiment pas à point. Mais il y a un superbe lancer du poignet. Comment le Canadien peut s'en servir? Est-ce que ça va être une monnaie d'échange? On verra. Si ça se maintient, est-ce que ça serait suffisant pour amener de l'eau au moulin? Bien, évidemment que oui. Si ça se maintient, parce qu'à ce moment-là, tu peux échanger des premiers choix comme ils ont fait l'an passé pour Dobson, mais aller chercher un Zarovski, un Fowler plus loin. Alors, la réponse est oui. Et la manière dont tu gères ses choix, bien, regarde, t'es toujours mieux. C'est sûr qu'un espoir déjà repêché qui a fait ses preuves post-junior a toujours plus de valeur. Exemple, les gardiens de but, on en parle souvent. Un gardien de but de la NCAA, à moins de t'appeler, je ne sais pas moi, Vasilevski ou Askarov, ça n'a pas grand valeur sur le marché des échanges. Alors, je pense que, regarde, l'important pour moi, va chercher des choix le plus possible. Lance des dards, puis c'est ça qui va te permettre d'aller chercher des Zarovski en deuxième ronde. On termine avec François Paradis. Mathias, selon vous, un des dépisteurs fictifs suivants aurait-il pu faire un meilleur travail que Trevor Timmins? Premièrement, quelqu'un qui ne connaît rien au hockey et qui aurait simplement suivi la liste de la centrale de recrutement de la LNH. Ou encore quelqu'un qui colle cette même liste sur un mur et lance des dards pour effectuer les sélections. En résumé, le pur hasard plutôt qu'un talent certain pour dénicher des perles rares explique-t-il la présence de 7 ou 8 joueurs de fort calibre parmi les 144 joueurs que Timmins a repêchés en 19 ans? Question sélectionnée par Simon Boisvert. Qu'on va retrouver dans l'extra, n'est-ce pas? Oui. Ah ben oui. On s'en va dans Puis l'extra. ça peut être intéressant, cet extra-là. Là. Parce que j'ai une réponse. Ben, j'espère. Je vais répondre par la bouche de mes canons. Ah, j'espère, Mathias, parce que c'était été un sujet controversé dans nos discussions depuis qu'on se connaît il y a 16 ans. Donc, il faut faire le... faut voyager, puis s'en aller sur KO Sport avec un S.tv. .tv. On va être là.